commencer. Bonjour à tous. Ravi d'être là pour cette 11e conférence du Philo Barrio. Conférence exceptionnelle parce que c'est la première fois qu'un invité est présent. Et voilà, Maître Jung. Bonjour, je suis content de ce premier bout. Donc voilà, on va faire une conférence à deux voix, ce qui se pratique peu, et sur un thème qui se pratique encore moins dans la philosophie académique, on va dire, le thème du kung-fu. Donc on va voyager dans un autre système de pensée, la philosophie chinoise, une autre façon d'appréhender les relations humaines, puisque c'est une philosophie du combat, une philosophie de la maîtrise de soi. Avec K comme Kung Fu, nous ouvrons sur la philosophie, disons une philosophie qui n'est pas du tout habituelle pour les Occidentaux, et on n'en a que des caricatures. Que des caricatures dans les films, que des caricatures dans les icônes. Caricatures où, je dirais, de la mauvaise facture, puisque on a affaire à une sorte d'imagerie du kung-fu dans les films aujourd'hui, dans toute la culture populaire, qui consiste à, je dirais depuis les années 70, vous connaissez tous la série kung-fu avec David Carradine, Petit Scarabée, ça vous dit quelque chose, avec le vieux maître aveugle, maître Po, dans cette série. Vous connaissez tous Bruce Lee, une des icônes du XXe siècle quand même, avec ses... Vous connaissez un peu tout ce folklore comme ça, qui nous fait rire et à la fois qui est fascinant et qui m'a aussi amené au kung-fu, puisque c'était tout d'un coup un corps, on revenait au corps dans une culture où le corps était très peu utilisé, et un corps jouissant, un corps enthousiaste, un corps transcendé par une énergie vitale qui, quand j'avais 12-13 ans, me débordait et que je n'arrivais pas à interroger, parce que la culture dans laquelle j'ai grandi ne me donnait pas de mots pour exprimer l'enthousiasme, pour exprimer cette énergie de la jeunesse quand on est jeune, cette énergie qu'on doit sortir. J'étais un garçon, il fallait que je fasse de la boxe ou du judo, il fallait que j'ai le package de la virilité, de l'homme qui sait se défendre, qui a son self-control, de l'homme qui peut protéger les plus faibles. Il fallait être héroïque, bien sûr. Et donc j'ai fait du judo, comme tous les petits Français à l'époque. Et bon, je me suis assez ennuyé. Et après le judo... je déménage à Aix-en-Provence et je devais faire du karaté parce que j'étais un peu plus grand, dans la logique qui était la logique de l'époque et de mon éducation. Et puis j'arrive en cours de karaté, il y avait le cours d'avant qui finissait, c'était le cours de Maître Jung à Aix-en-Provence. Et là, au lieu de voir des coups de poing, des coups de pied, je vois des gestes féeriques, ronds et pas carrés. Je vois des gestes poétiques, je vois des gestes qui accélèrent et qui décélèrent, où l'énergie... fait une chorégraphie étrange. Je me dis, c'est drôle, c'est pas du tout masculin, c'est ni féminin, c'est en dehors du monde, c'est extraterrestre. Et quand j'ai appris que c'était Kung Fu, moi qui étais gorgé de Bruce Lee et compagnie, tout de suite je me suis inscrit. Et c'est ma première rencontre avec la philosophie. C'est ma première rencontre avec la philosophie parce que dès le premier cours, le maître ne savait pas parler un seul mot de français. Enfin, si, il savait pied, poing, genou. Quand il disait bras, en général, c'était la jambe. Et voilà, donc c'était très exotique. Mais on rentrait le soir, il faisait froid, on rentrait le soir, et c'est là où l'échange avait lieu, après le cours, bien sûr. Et où là, la fascination de l'adolescent rencontrait de quoi digérer. Le kung-fu, c'est 400 styles différents. Styles, hein, avec plein de formes et de sous-formes. Donc la Chine est immense et c'est un foisonnement de styles différents. Vous connaissez peut-être certains noms de styles, le style de Shaolin. On a affaire à un style plutôt lié au bouddhisme. Donc des moines qui sont à la fois dans les arts martiaux, ce qui est quand même qui montre qu'il y a un disque dur qui n'est pas du tout comme le nôtre. Et ça apporte tout de suite une connexion avec la philosophie, puisque la religion, que ce soit le taoïsme, le bouddhisme, on a quoi ? On a les musulmans chinois aussi, hein, qui ont développé un art martial, le kung-fu musulman. On a
une connexion entre l'art martial, la religion, et donc avec l'idée d'un accomplissement de soi. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que le kung-fu nous séduit, et c'est bien pour ça qu'il a toute sa place dans un abécédaire philosophique, parce qu'il y a bien sûr l'autodéfense qu'on va devoir interroger dans cette conférence. Il va falloir parler de la violence, de l'agressivité ambiante, de comment se calmer, comment être efficace, comment évacuer les mauvaises énergies, je ne sais pas comment dire, ou plutôt restaurer son énergie. Mais il n'y a pas que l'autodéfense, il y a aussi l'idée d'un accomplissement de soi. Le kung-fu, que signifie ce mot kung-fu? Est-ce que dans le mot kung-fu en chinois, on peut retrouver ce qu'est le kung-fu? Oui, et c'est le kung-fu. Avant, il n'y a pas de mot le kung-fu. Bon, il y en a le kung-fu, mais c'est de l'utilisation différents domaines. Bon, le kung-fu, vous connaissez de Bruce Lee, et il a utilisé le mot kung-fu à part de là, c'est des arts martiaux chinois deviennent le kung-fu. Mais le kung-fu, au début, c'est l'origine de le mot. Avant, c'était en Chine, plus ancienne, les gens qui construisent, c'est le pont ou c'est le chemin. C'est devenu homme, c'est travailler beaucoup. C'est comme ça ils ont consacré le temps pour gouvernement. Après, ces personnes, le con, c'est-à-dire, c'est le mot, le construire quelque chose avec la force. Après, le fou, c'est l'homme. Bon, après, de ce mot, devient de plus en plus utilisé plusieurs domaines. Par exemple, si vous avez artiste, vous êtes un artiste, c'est peinture, c'est très profond, très originel. Dans ce cas, nous avons dit, vous avez le kung fu. C'est le kung fu, un niveau haut, profond, un résultat, c'est l'effet. Après, le kung fu aussi, l'autre signification, c'est le temps. C'est-à-dire, pour vous construire le pont, maintenant c'est très rapide. Il y a beaucoup de machines. Mais avant, tout avec la main. Ou c'est avec certains outils, c'est très simple. Si pour vous construire une pont, peut-être on a besoin d'un an ou 2 ans, ou c'est ouvert le chemin, c'est encore plus long. C'est comme ça, le kung fu, c'est-à-dire, c'est le temps. C'est exactement ce que signifie, c'est ce qui accepte avec des arts martiaux. Des arts martiaux, il faudra utiliser notre force physique. D'abord, le premier état. Deuxième, il y a beaucoup de répétitions. Mais répétition, ce n'est pas d'aujourd'hui et 1000 fois. Après, demain, reposer. Après, demain, encore reposer. Après, encore reposer. Après, recommence 1000 fois. Il n'y a pas d'efficacité et aussi il n'y a pas de l'effet. Il faut continuité. Le premier, répétition, continuité. Après, le temps. C'est comme ça, vous arrivez en an, après le 2 ans, 3 ans. C'est comme ça, nous avons dit, 3 ans, c'est petit l'effet, petit réussi. Après le 10 ans, c'est le moyen. Après 20 ans, 30 ans, nous avons dit, c'est le grand réussi. Mais dans ce cas, les gens qui disent, c'est trop de temps. Bien sûr, c'est pour vivre. Nous, c'est de 3 ans, 4 ans. C'est trop long. Mais il faut penser avec la vie quotidienne, c'est dedans, on peut pratiquer le kung fu. C'est comme vous mangez le repas. Mais maintenant, c'est le gouvernement chinois qui change le kung fu, ils ont pour compétition. Dedans, il n'y a pas de l'esprit, c'est de comment est-ce qu'on fait le mouvement, c'est très difficile. Ils donnent le note. Bon, maintenant, c'est déjà parfaitement différents chemins. Mais nous, si on parlait des arts martiaux qui a l'esprit, c'est pas de gymnastique. Il y a l'autre chose. Bon, c'est le kung fu, c'est le mot un peu spécial.
C'est ce que vous avez fait quelque chose. Si vous arrivez pendant longtemps pratiquer, c'est votre niveau très haut. Dans ce cas, vous avez vraiment le Kung Fu. Merci. Bah, j'approfondis, je résume en approfondissant, mais il y a plusieurs choses. D'abord, l'idée que le kung-fu, vous en avez tous, un kung-fu, j'espère, enfin peut-être, c'est-à-dire une maîtrise excellente qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de répétitions. Je pense que quelqu'un qui conduit depuis des années, qui pratique sa voiture depuis des années, qui a fait de la route et de la route et de la route, qui dit quand je rentre chez moi, la voiture me conduit toute seule, c'est une maîtrise excellente peut-être de la conduite. C'est ça le kung-fu. Alors bien sûr là c'est trivial, mais on parle du kung-fu d'un peintre, on parle du kung-fu d'un danseur. C'est l'effort humain répété qui produit une maîtrise excellente. Et ce qui est très intéressant dans ce que vient de dire Maître Jung, c'est la quantité répétée pendant des années, avec du temps, mène à la qualité. Alors ça c'est vraiment aussi je dirais, un hiatus avec la pensée occidentale, parce que nous, on imagine que la qualité est d'un côté et la quantité de l'autre. Et on a une critique occidentale qui consiste à dire que le nombre, le chiffre, est déprécié par rapport à l'excellence, à la qualité. On parle de différence de qualité, différence de degré, différence de nature en philosophie. Là, justement, ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a une continuité entre la quantité, l'acte répété des dizaines de fois, des centaines de fois, et qui, par le temps, grâce au temps, devient une qualité exceptionnelle, une discipline exceptionnelle. Donc ça, c'est le kung-fu. Faire n'importe quelle activité pendant 10 000 heures, avant l'âge de 21 ans, c'est devenir virtuose dans n'importe quel domaine. Virtuose, c'est ça le kung-fu. Alors bien sûr, ça ne s'arrête pas à 21 ans, parce que le kung-fu entre dans une conception des âges, une conception de la vie humaine. Le kung-fu, et on va en parler, est connecté à la santé. Rien que les coups de poing, pour vous donner un exemple un peu concret, il n'y a pas que le coup de poing du karaté qui part de là et qui arrive là, il y a des dizaines et des dizaines de coups de poing différents. Autant d'écoles différentes, autant de climats différents, autant de styles différents. Combattre dans une rizière s'embourber les jambes, n'est pas, donc utiliser peu les jambes et beaucoup les poings, c'est le style du Sud par exemple, on dit que le style du Sud développe plus les poings, n'a rien à voir à combattre sur une plaine ou à cheval. Vous voyez ? Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, en Chine, c'est tellement c'est le grand. Il y a avant, maintenant, il y a de la voiture, il y a l'avion, on peut facilement déplacer. Mais avant, c'était vraiment difficile à déplacer. C'est comme ça tellement beaucoup de langues différentes aussi. Parce qu'ils ont une montagne, c'est le passé la montagne derrière, déjà différentes langues. Ensuite, avant, ils ont installé un endroit, on ne bouge pas. Ils ont resté là, 2 générations, 10 générations, continuellement, on habite sur le même endroit. Au début, le Kung Fu, peut-être, c'est pas beaucoup d'écoles. Peut-être Nord en 2, ou Sud aussi en 2. Mais après, ils ont étudié quelque chose, après ils ont déplacé l'autre région. Après 100 ans, on ne voit pas de ressemblance. On suit chaque différente région, différentes conditions. Certains endroits beaucoup de montagnes, certains endroits très plat, où il y a différents. Certains endroits beaucoup de l'eau. Bon, chaque région qui a une spécialité, ils ont essayé de l'influence de la nature ou région, le produit de l'alimentation. Après, ils ont quels animaux qui sont proches. C'est comme ça, il y a tellement beaucoup de différents. Peut-être vous avez regardé de Jackie Chan qui a fait un cinéma, c'est de l'homme ivre. Ils ont imité comme les gens ivres. Mais s'il est ivre, c'est l'autre personne qui pense c'est facile à frapper. Mais lui, c'est pas de ivre, c'est de
la position libre, mais l'esprit, c'est pas libre. Donc c'est comme ça, ils ont développé beaucoup de choses. Ils ont regardé la montagne, ils ont imité ces immobilités. Le tai chi, vous connaissez peut-être, hein, c'est le kung-fu lent, le kung-fu interne, on va y venir. Mais c'est vrai que c'est un foisonnement qui ressemble à la créativité humaine. S'adapter au terrain, s'adapter aux animaux. Vous avez le style du singe, le style du léopard, avec cette façon de frapper, la menthe religieuse, qui est en fait... et ensuite, c'est stylisé, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'imiter une menthe religieuse, il s'agit de s'inspirer de la menthe religieuse pour trouver des techniques de combat extrêmement efficaces et peut-être un peu camouflées. Un bras qui imite la menthe religieuse est en fait un bras qui s'enroule autour du bras de l'autre et qui va le casser. Et ça, il faut connaître la clé. Donc, le mouvement comporte une part de secret. Ça suffit pas d'apprendre les mouvements et de les répéter dans des formes qui s'appellent des Tao. Au karaté, c'est les katas. Au kung-fu, c'est les Tao. Puis on va parler du Tao, qui n'est pas pareil. Mais il faut aussi comprendre la mise en application des mouvements. Mais cette créativité foisonnante montre une chose très importante. C'est exactement comme la créativité de la vie des espèces animales. On a toujours cette arborescence qui me plaît bien, cette idée de grande école qui se divise en deux, qui se divise en quatre, et c'est cette idée de capillarité dans l'évolution. Et surtout, il y a l'idée de mutation. Il y a peut-être 2-3 grands styles au début, et puis on arrive à plus de 400 styles. Et donc, il n'y a pas une répétition identique de la tradition. On n'est pas enfermé dans de l'orthodoxie, dans des traditions dictatoriales, répéter ce que les anciens ont fait. Non. On est dans l'imagination et la créativité. Et ça, c'est une vision, la vraie vision du kung-fu qu'il faut avoir, qui est contraire à toute la caricature qu'on a du vieux maître qui dit « tu dois reproduire la même chose », etc. Pas du tout. Chacun apporte sa part de créativité et sa part d'imagination. Et même dans l'enseignement, par exemple, de Maître Jung dans le kung-fu, l'imagination a une place essentielle. Et on ne l'attendait pas là. On ne l'attendait pas dans un art de combat, un art martial. Quelle est la place de l'imagination dans la pratique du kung-fu ? C'est pendant la pratique, nous, c'est de toujours utiliser c'est le corps. Si vous pratiquez dans la vie quotidienne, souvent, c'est l'esprit qui donne différentes directions. Dedans, nous, c'est d'en faire de l'imagination, c'est-à-dire qu'il y est avec l'énergie. Ils ont répété beaucoup. Après, à la fin, après de finir de pratique, il a réfléchi. Et un peu bizarre, quand j'étais pratiqué, dedans, il y a quelque chose qui bouge dans le corps. Qu'est-ce que c'est? Au début, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Après, petit à petit, ils ont arrivé de la conception de l'énergie. Ces énergies, c'est même on n'a pas bougé, c'est possible d'utiliser par l'imagination. Après, de l'énergie, c'est vraiment l'origine de notre humain. S'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas vivre. Après, des arts martiaux, ils ont utilisé cette imagination, c'est pour pratiquer sans bouger même aussi. L'intérieur, même c'est le muscle aussi bouger ensemble. C'est dedans, c'est le rôle de l'esprit, imagination, dans le domaine, le kung-fu interne, c'est très important. C'est pragmatique, c'est réaliste, ça s'applique. Les idées, c'est appliqué, la philosophie est appliquée. Elle n'est pas là pour inventer des concepts distincts de la vie quotidienne. C'est au contraire pour être encore plus efficace dans la vie quotidienne, plus efficace dans la recherche de la vie éternelle, qui était une grande recherche taoïste, ou de la santé, on va être modeste, la recherche de la santé. Tout ça, ça s'applique, c'est ça qui est intéressant. Et donc l'énergie n'est pas un concept théorique, c'est un concept pratique. On découvre, comme ça vient d'être dit, qu'il y a dans un simple coup de poing, il y a le muscle, mais il y a aussi
ce qu'on appelle le punch en boxe. Le punch, ça ne dépend pas de la masse musculaire, on le sait bien. Il n'y a qu'à voir Tyson. Mike Tyson n'était pas spécialement un géant, et pourtant il avait un punch extraordinaire. Et donc, il y a autre chose que le muscle, il y a cette énergie qui circule, que l'on sent quand on a les mains chaudes, quand on respire. Cette énergie, elle circule en nous. Et par l'imagination de cette énergie-là, évidemment avec le kung-fu, l'exercice répété, réitérer cette quantité qui répétée devient qualité. C'est pas juste un jour je la sens et puis je ne pratique plus pendant un mois. C'est une sorte d'entraînement régulier, comme le repas, comme prendre sa douche, comme voilà, c'est cette petite gymnastique intérieure réelle. Et ben cette énergie, on peut la développer, on peut même l'amener dans les objets. En kung-fu, par exemple, on manie des armes. Il y a, évidemment, c'est la Chine, donc il n'y a pas 3 armes, il n'y a pas 4 armes. Il y a des dizaines et des dizaines d'armes différentes, et les plus sophistiqués et les plus fantaisistes. Des clients de bar peuvent se battre. Ils ont développé l'art du banc. Et on se bat avec un banc de bois d'un bar. Ils ont développé l'éventail, la chaîne, enfin tout. Il y a des armes à la fois militaires, l'épée est militaire, et des armes à la fois qui viennent du monde agricole, qui ont été détournées. Bon bref, créativité humaine à tous les étages. Mais se battre avec un bâton en disant j'ai mon muscle et avec mon muscle je vais frapper la tête de l'autre n'est pas du tout pareil que de dire j'ai de l'énergie en moi, je vais la propulser par imagination à la pointe du bâton, et quand le bâton arrivera sur la cible, l'énergie va multiplier cet impact-là. Vous avez tous, si vous faites un peu de sport, compris ce que ça signifie l'énergie. C'est quelque chose qui est difficile à prouver scientifiquement, on y arrive maintenant de plus en plus. La physique quantique nous a fait faire des pas de géant là-dessus, mais c'est encore très délicat ce concept d'énergie, qui est d'ailleurs très connoté, très oriental. Finalement, les grands penseurs de l'énergie en Occident, ce sont les Américains dans les années 70. Tous les penseurs du New Age, alors ça a été récupéré par toute une sorte de nouvelle cosmogonie, mais quelque part, cette idée de l'énergie arrive très récemment. Ça fait 40 ans qu'on parle d'énergie de façon un peu comme ça, effective, appliquée à nos vies. Donc cette circulation de l'énergie, il va être question de savoir quand est-ce qu'on en gagne, quand est-ce qu'on en perd, comment faire que l'énergie se canalise, comment circuler avec l'énergie. Est-ce que l'énergie, c'est la santé? Est-ce que avoir de l'énergie, c'est l'équivalent d'être en bonne santé? Dans le taoïsme, ils ont développé beaucoup l'énergie. Mais l'énergie et des arts martiaux, entre deux, il y a de relations, c'est à peu près 300 ans. Mais l'histoire de l'énergie, déjà, c'est le siècle ou 1000 ans. Avant 1000 ans, encore ces gens taoïstes cherchaient de l'immortalité avec le médicament, comme ici, médiéval, qu'est-ce que c'est? Ils ont trouvé de l'or, ils ont changé chimique. Mais c'est pareil, en Chine, ils ont essayé, pour obtenir l'immortalité, c'est avec le médicament. C'est comme ça, ils ont essayé beaucoup, tous les deux produits, essayé, beaucoup de gens qui sont morts même aussi. Mais quand même, ils ont développé beaucoup la médecine des plantes. Dans notre corps, il y a des médicaments, ça signifie, chinois, c'est qui dire, le qi, c'est le mot énergie. Bon, énergie qui donne, nous, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi c'est énergie bien circulée. Deuxième, bien circuler du sang. C'est le sang bien circulé. Après, il amène, c'est beaucoup de nourriture dans notre corps. C'est pour donner le sang aux muscles, le muscle qui bien fonctionné. Si le sang qui arrive jusqu'au os, et aussi, c'est bien solide. Bon, après, petit à petit, ils ont trouvé énergie qui donne la santé. Deuxième, c'est après, grand réussi dans la médecine chinoise. Bon, médecine chinoise, il y a deux parties. Une partie,
c'est médecine des plantes. Ils ont mélangé des plantes après de guérir ces maladies. L'autre côté, c'est de l'acupuncture. L'acupuncture, c'est de parfaitement stimuler de l'énergie, bien circuler dans le corps ou dégager la douleur, après de retrouver la santé. C'est ça qui est intéressant, c'est que le but était grandiose, c'était juste l'immortalité dans le taoïsme. Et après des centaines d'années d'expérimentations diverses, où Maître Jung faisait allusion à l'auto-empoisonnement à l'or et aux métaux, parce qu'il s'imaginait qu'il fallait boire de l'or, le fameux mythe de l'or liquide qui pouvait rendre immortel. Donc des empereurs ont bu comme ça des breuvages absolument indigestes, et ils en sont morts. Enfin, on a des morts complètement absurdes pour cette quête absolue du Graal qu'était l'immortalité. Et un peu comme nous, l'allusion était faite à notre pierre philosophale qui consistait pour les alchimistes d'Occident à transformer le plomb en or. Voilà. Vous voyez la différence déjà de civilisation, hein. En Occident, on essaie de transformer le plomb en or. Voilà, le Graal, c'est ça pour nous. Et pour eux, c'est l'immortalité. On est déjà dans autre chose. Et puis, en chemin, on s'est arrêté à l'idée que le combat, finalement, la pratique, cette quantité qui devient qualité, cette répétition, ce temps, améliorer la santé, réellement la santé. Et donc on en arrive finalement non pas à l'immortalité, mais à l'idée d'une véritable optimisation du corps. Et ça, c'est une quête aujourd'hui qui est très présente, bien qu'inconsciente dans nos sociétés de consommation, de commerce, etc. C'est quand même l'idée d'arriver au top, comme on dit, c'est-à-dire au summum, c'est-à-dire à l'optimal de son développement possible. Sauf qu'on ne le formule pas en termes de santé en général. Pour nous, la santé, c'est ne pas être malade. C'est pas exploser d'énergie véritablement. La santé, on a une conception quand même assez négative. C'est-à-dire, on va voir le médecin, non pas pour être encore plus en bonne santé, on va voir le médecin pour éviter d'être malade ou pour guérir. En Chine, on a une autre conception complète, c'est-à-dire la santé n'est pas une fin en soi. La santé, elle peut toujours s'améliorer. Toujours cette quête de l'immortalité qui tintinabule un peu comme un repère comme ça sonore quelque part. L'idée que si je vis en osmose avec le monde extérieur, si je fais circuler l'énergie, ça améliore la vie. Vous voyez, donc on passe d'une vision d'un art pour détruire, pour tuer, à finalement une pratique qui utilise des gestes extrêmement meurtriers pour finalement améliorer la vie, guérir et apporter une conception, je dirais, presque humaniste de l'être humain. C'est cette idée finalement de pratique de l'énergie. Hein. On est dans un système où on dépend de spécialistes, d'experts, on a besoin d'aller voir le docteur pour aller mieux, on délègue notre santé dans les mains de spécialistes de la santé, de professionnels. On n'a plus cette idée qu'on peut retrouver dans certaines campagnes ou certaines traditions populaires médicinales françaises, ça existe encore, d'une automédication, d'une pratique qui permettrait d'améliorer, d'éviter la maladie et d'améliorer. On est avec trois grands fléaux aujourd'hui que justement le kung-fu combat. Le premier, c'est la peur. C'est la peur, on est dans la peur. La peur de se faire agresser fait qu'on n'arrive même pas à se défendre. La plupart du temps, on parlait de ça hier, sur les femmes qui viennent au kung-fu pour apprendre à donner un coup de poing. Et la réponse de Maître Jung, c'était mais juste ne plus avoir peur. Tout de suite, on met la main dans les yeux, dans la gorge et dans les parties. C'est pas compliqué de viser les parties, il suffit juste de plier les genoux, c'est vraiment pas compliqué. Mais la peur fait tout le travail de tétanisation. La peur, c'est l'imagination aussi. Et là, on retrouve cette racine imaginaire. Et on sait très bien comment combattre ces peurs-là. Combattre ces peurs-là, c'est peut-être en pratiquant, bien sûr, mais c'est d'abord en imaginant qu'est-ce qu'on ferait dans telle et telle situation. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'une imagination ponctuelle, une fois de temps en temps, mais une imagination régulière, comme un exercice. Je m'exerce, si j'ai peur de ça, j'ai peur d'être agressé, je m'exerce à imaginer la situation, à la visualiser, à imaginer comme un exercice ce que je pourrais faire, quelles sont mes possibilités. Je m'habitue. Cette idée d'une habituation qui devient à la longue une seconde nature, un instinct. Et ça, on le voit, et on va aborder cette grande phase-là, cette capacité qu'a l'être humain à travailler sur ses instincts et à créer des instincts nouveaux.
cette possibilité de transformer son corps au niveau même du réflexe, au niveau de l'instinct. C'est la répétition. Pour nous, la répétition, c'est le mal, c'est l'absence de créativité. Répéter les choses, c'est fait pour, je dirais, l'esclave, c'est fait pour celui qui est l'être inférieur. Répéter, c'est ne pas être créatif, c'est imiter, vous imaginez, on est dans la condamnation de l'imitation depuis Platon, donc depuis 2000 ans. On sait très bien que pour n'importe quel domaine, c'est la répétition dans le temps qui permet de trouver le geste juste. Perfection et répétition vont ensemble. Et voilà ce qu'on a déconnecté avec une fausse théorie du génie, de l'être inspiré, qui tout d'un coup serait génial, comme ça lui tombe du ciel, avec des grandes figures comme ça. Il y a de la répétition chez Picasso, il y a de la répétition chez les plus grands génies du XXe siècle. Il y a une répétition constante. J'aimerais vous montrer que tout ce qui se dit là, cette idée d'énergie, cette idée de répétition, cette idée du kung-fu, c'est-à-dire d'arriver à une maîtrise maximale de n'importe quel domaine, cette idée de courage, cette idée d'effort, de persévérance, rester en position pendant 20 minutes finalement, tout ça, ça a déjà été pensé. Je pense que tous les grands penseurs de la philosophie ont abordé et ont touché du doigt ces vérités qui sont des vérités humaines, liées au corps humain. Et donc, je pense par exemple à Socrate, finalement, cet idéal de sagesse socratique. Socrate n'était pas spécialement un grand sportif, mais il y avait l'idée de courage, il y avait l'idée de persévérance, il y avait l'idée de maîtrise à acquérir. Je vais vous parler d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui est un philosophe occidental, allemand, psychologue, psychanalyste, et qui parle exactement de ces mêmes choses. Il s'appelle Erich Fromm, vous le connaissez peut-être, il a écrit un livre très connu, L'art d'aimer. Et voilà ce qu'il dit. D'abord, il dit une chose, il se place dans une autre logique. À la logique aristotélicienne s'oppose ce que l'on pourrait appeler la logique paradoxale. Qu'est-ce que la logique paradoxale ? Elle suppose que A et non A, il pleut et il ne pleut pas, je suis un homme et je suis une femme, des choses opposées, que A et non A ne s'excluent pas comme prédicat de X. Être et ne pas être, et non pas être ou ne pas être. Pareille logique paradoxale, était en vigueur dans la pensée chinoise et indienne, dit-il, ainsi que dans la philosophie d'Héraclite. Plus tard encore, sous le nom de dialectique, elle devint la philosophie de Hegel et de Marx. La dialectique qui tourne dans le contraire, thèse, antithèse, synthèse, quand vous connaissez bien cette idée. L'idée que le contraire peut apparaître dans la même logique, dans le même tissu logique. On est non pas dans la logique aristotélicienne des opposés, A et non A. Et puis, nous dit Fromm, son principe général de cette logique paradoxale a été clairement posé par Lao Tzu. Lao Tzu, qui est un des grands penseurs chinois, il cite Lao Tzu, les mots strictement vrais paraissent paradoxaux. Dire une vérité, c'est toujours dire un paradoxe pour Lao Tzu. Et par Chuang Tzu, et Chuang Tzu dit, ce qui est un est un. Ce qui n'est pas un est également un. Et on peut méditer sur la montagne pendant longtemps. Et donc, c'est cette idée qu'il y a une vérité plus forte que la vérité aristotélicienne de décomposition logique, cette idée d'une circulation entre des principes contraires. Donc en fait, si je vais plus loin, on est à l'opposé de la conception cartésienne du corps et de l'esprit, qui est notre conception. Le corps d'un côté, l'esprit de l'autre, et puis on se demande comment l'esprit contrôle le corps et vice-versa. On est encore empêtré là-dedans. Même dans les psychologies qui arrivent aujourd'hui, Made in America, on est encore dans l'idée, le corps, l'esprit. Là, on est dans une trinité. On a le corps, on a l'esprit, et on a un vecteur qui va du corps et de l'esprit du corps, c'est l'énergie. Corps, esprit, énergie. Voilà la logique profonde de la logique kung-fu, on pourrait dire, en tout cas la logique de la pensée chinoise. Voilà ce que dit Fromm encore, parce que c'est très intéressant. Tout est en nous, dit-il. Nous sommes le bébé de 6 mois, nous avons 18 ans et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, en même temps. Là, on n'est plus dans la logique aristotélicienne. Le jeune que j'étais demeure en moi. Il n'est pas nié par l'adulte que je suis. Nous sommes même ce que nous pourrions être dans 10 ans, ou même dans 20 ans. C'est peut-être la question essentielle. Avons-nous une impulsion suffisamment puissante pour développer le meilleur en nous ? Dans chaque être, il y a un optimum, il continue Fromm, un optimum de ce qu'il peut devenir. Tout n'est pas possible. Et tant d'hommes perdent leur vie
à tenter de devenir ce qu'ils ne peuvent être, tout en négligeant d'être ce qu'ils pourraient devenir. C'est une perte de temps et un échec. Chacun devrait donc commencer par imaginer quelles sont ses limites et ses possibilités. De même, il faudrait pouvoir être conscient de l'effort kung-fu et même du courage qu'il nous faudra pour atteindre l'optimum, un peu comme un pianiste sait le nombre d'heures de gamme qu'il lui faut faire pour parvenir à la perfection. C'est quand même curieux que tant d'hommes s'imaginent que bien vivre ne demande aucun travail. J'adore Fromm, c'est un maître à penser aussi profond et qui rejoint totalement cette pensée de l'effort. Qui a dit que la vie ne nécessiterait pas un kung-fu, un travail, une maîtrise, une excellence? Vous avez peut-être, comme moi, l'amour du travail bien fait. L'amour de celui, de l'artisan, par exemple, de l'ouvrier, qui met toute son énergie, tout son art à son métier. C'est ça le kung-fu. Véritablement, le mot kung-fu signifie ça. Mettre tout son temps, sa patience, mettre toute son énergie, son cœur à l'ouvrage. Vous savez que le mot courage veut dire ça. Le courage vient du mot cœur. C'est le cœur mis à l'ouvrage. Et aujourd'hui, on demande finalement de sortir de la peur, de sortir du stress, par la médecine, on est les premiers consommateurs d'anxiolytiques en France, et puis par l'idée que finalement c'est l'autre, c'est l'extérieur qui doit nous calmer, qui doit nous consoler. Cette idée que ce n'est pas par nous-mêmes et par un travail sur nous, véritablement, qu'on arrive à dépasser nos peurs et notre stress. Oui, j'aime bien le parallèle avec le connais-toi toi-même de Socrate, de l'oracle de Delphes repris par Socrate, et on retrouve exactement, c'est une leçon qu'aurait pu dire Lao Tse. Connais-toi toi-même, c'est difficile, mais pour Lao Tse c'était essentiel, c'était la plus grande force. Je vais lire un peu Lao Tse quand même, c'est le chapitre 33. Connaître autrui est un savoir-faire. Se connaître soi-même, c'est l'illumination. Ça veut dire en fait un savoir suprême. L'emporter sur autrui, c'est la force. Et l'emporter sur soi-même, c'est la puissance. Un mot qui résonne pour moi énormément, la force suprême. Tout ce qui s'applique au kung-fu peut être développé philosophiquement comme une école de compréhension de soi. Mais c'est une école de compréhension de soi qui passe par le corps, qui passe par l'imagination, qui passe par la possibilité plastique que l'on a à se transformer soi-même. On découvre aujourd'hui la grande plasticité du cerveau qui finalement grandirait jusqu'à la fin de la vie. On imagine qu'il s'arrête autour de 26 ans et en fait non, il continue. Mais le corps lui-même et notre personnalité est plastique. Et même si avec le temps elle a tendance à se rigidifier, on oublie trop cette capacité de muter par le travail, de se transformer. C'est par la détente qu'on atteint l'imperfection. Et ça, on le sait, mais on a l'impression qu'il faut d'abord obtenir la perfection pour pouvoir se détendre. On inverse un peu la cause et l'effet. On a l'impression qu'une fois que j'aurai atteint le but vers lequel je suis tendu, crispé, où je vendrai peut-être père et mère pour l'atteindre, enfin dans une sorte de carriérisme énorme, ou en tout cas de désir brûlant, etc., alors je pourrais me reposer, alors je pourrais me détendre. La détente viendrait comme une récompense de l'effort fourni. On n'arrive pas à conjuguer la détente et l'effort. Or, ce que nous dit justement Maître Jung, c'est que l'effort suprême, c'est la détente suprême, ça va avec. Et je dirais, ça va jusqu'à la conception profonde de notre corps. Notre façon de bouger n'est jamais aussi bonne que dans la détente. Tous les sportifs le savent. Les compétitions de kung-fu auxquelles j'ai pu participer, c'était toujours une immense détente qu'il fallait avoir. En boxe, que font les boxeurs avant le match? Ils se détendent. Tous les muscles doivent être relâchés, atteindre le relâchement qui permet la vitesse, atteindre le relâchement qui permet d'être agile, de réagir justement au millième de seconde près. Et c'est ce qu'on retrouve évidemment après l'effort. Lorsqu'on a fini un entraînement sportif ou de kung-fu, on est détendu parce qu'on s'est dépensé. C'est pas ça, je ne parle pas de cette détente-là. Je parle d'une détente qui serait vraiment la prémisse, le préambule à l'action excellente. Et franchement, aujourd'hui, excusez-moi, mais c'est intéressant justement ce parallèle de voir que les gens aujourd'hui, ils manquent de quoi dans leur action quotidienne, dans leurs travaux? Ils manquent de sang-froid.
Les émotions négatives surgissent tout de suite, la peur de la comparaison, la peur de perdre son travail, la peur de l'autre. On est tout de suite dans une protection, une défense, on est tout de suite en guerre, alors que la guerre n'a même pas commencé, la détente n'a pas été atteinte. Cette puissance de la détente, c'est quelque chose que nous oublions. Il faudrait que chacun ici essaie de réfléchir à ces moments de détente que vous avez pu conjuguer avec des moments d'action excellente. La détente, par exemple, c'est savoir parfaitement son métier, entendre quelqu'un qui nous énerve en disant « tu dois faire comme ci, comme ça », alors qu'on maîtrise totalement notre métier, et rester dans cette détente. Parce qu'on arrivera à le convaincre en étant dans cette détente. Si on entre dans le jeu du stress, de la bataille d'ego et de j'en sais plus que toi, on ne sera pas performant pour le convaincre. Je travaille beaucoup en ce moment avec des entrepreneurs. La seule leçon que les chefs d'entreprise donnent, la leçon philosophique, c'est « Mon Dieu, la détente est notre matière première ». Eh bien, c'est la détente l'enjeu. Je fais des conférences sur cette détente. Et même l'efficacité qui a partie liée avec une certaine forme de manipulation, de ruse, de duplicité, parce qu'il faut être rusé, il faut être roublard, il faut négocier. Eh bien, on sait très bien que c'est dans la détente profonde, la détente qui va avec la maîtrise, avec l'excellence, qu'on arrive à l'avoir. Dans tous les domaines de l'existence, là où vous avez été performant vous-même, c'est dans une immense détente, donc une immense confiance en vous-même. Voilà ce que dit finalement aussi la philosophie du Kung-Fu. Tu as quelque chose à rajouter sur cette détente efficace ? Mais vous n'êtes pas détendu, c'est tout de suite contracté, stressé, augmente. Après, vous n'arrivez pas bien de résoudre le problème. Après, vous pouvez regarder, c'est plus large. C'est vous stressez seulement, vous regardez une chose. Mais vous détendez bien tout l'esprit du corps, vous pouvez regarder beaucoup de choses. C'est une leçon aussi qui existe un peu partout. En Tunisie, ils ont une très belle expression, je pourrais presque en faire un mouvement. Ils disent « Wassabelek » quand ça commence à s'énerver. Ça veut dire « Ne t'énerve pas pour rien, élargis ton point de vue ». Wassabelek, ça veut dire « Élargis ton point de vue plutôt que de t'énerver, essaie de prendre la distance, il n'y a pas mort d'homme ». Et c'est fondamental ce qui est dit, c'est-à-dire que c'est d'abord l'esprit qui se détend et après le corps. Il y a des gens qui s'imaginent que la détente, c'est d'abord le corps. Et si l'esprit n'arrive pas à une détente, donc ça nécessite de la confiance, ça nécessite de l'imagination si on n'a pas confiance, pour retrouver la confiance, une absence de peur, sortir de l'ego, etc., pour arriver à une véritable détente profonde du corps. Et j'aime beaucoup ce paradoxe, toutes les vérités sont paradoxales, ce paradoxe d'un effort excellent parce qu'il y a détente. Effort et détente ne sont pas opposés. Ils cohabitent ensemble, ils sont conjugués. Et l'effort, si on veut qu'il porte, comme le coup peut porter, eh ben, il faut qu'il y ait une détente maximale. Si vous voulez être plus efficace dans vos pratiques, dans vos projets, dans vos négociations, dans ce que vous voulez, il faut une détente infinie derrière. Et donc un travail sur vous-même, philosophique certainement, au sens de regard critique sur soi, autocritique de soi, pour arriver à cette détente profonde de l'esprit. Et puis avec cette théorie de l'onde de charme, que ma détente induit la détente de l'autre. On va prendre quelques questions. Alors, y a-t-il des sons, voyelles, consonnes à dire ou à exprimer ou penser pour tel ou tel mouvement ? Est-ce que dans un mouvement au kung-fu, il faut prononcer des mots un peu comme le kiai japonais, le cri qui tue, on concentre toute l'énergie et dans le coup, puisque au Japon, l'idée c'est qu'un coup doit suffire, hein, le karaté c'est le coup qui tue, alors qu'au kung-fu, il y a autant de coups jusqu'à ce que l'adversaire n'existe plus. Enfin, il est par terre. On n'est pas du tout dans cette logique du coup qui tue, qui est une logique en fait de combattant à main nue en armure. Hein. Quand vous tombez de cheval, vous devez vous battre en armure. Et ben, il faut que le coup traverse l'armure. Donc, ça donne le karaté qui est vraiment autre chose. Mais au kung-fu, il y a autant de coups qu'il faut. Voilà. Et est-ce qu'il y a des sons, des bruits, des voyelles ? Est-ce qu'on dit haya, huyo ? Est-ce qu'on doit sonoriser les coups ? Est-ce que tu peux nous montrer un exemple ? Est-ce qu'il y a quelle est la place de la respiration ? Par exemple, on n'utilisait pas n'importe quand. C'est le son.
seulement le moment pour attaquer, vraiment le moment attaqué, pour aider la force, c'est donner le son, pas très long. Bon, c'est de Bruce Lee, c'est qui long, c'est pour le cinéma, c'est pas pour... c'est trop court, c'est la force, c'est le son qui donne le père pour l'ennemi. Le son qui vient dans le ventre. C'est après... Est-ce que tu peux montrer par exemple, c'est quelqu'un qui fait c'est de tirer, c'est en bas. Bon, si, quand on fait ici, c'est qui donne, c'est de la force qui tire en même temps, c'est donner le son qui a de tremblance qui donne, c'est augmenter la force. Donc ça, on ne peut pas utiliser souvent. Le traisi, c'est de triso, c'est des personnes qui font de pousser. Donc c'est quand on pousse, d'abord décontracté, détendu, après le pousser ici, c'est une rapidité, le son détendu et l'esprit, c'est qui mélange des choses. C'est comme ça les gens qui contactaient, ils ont poussé 2 mètres, 3 mètres. Juste pour dire que le petit hi qu'il a fait en bas, vous traversez le plancher. Vous n'imaginez pas la puissance. C'est très spectaculaire. On est entre nous, entre philosophes, mais vous n'imaginez pas la puissance que c'est d'être saisi par ses mains et d'avoir juste le petit hi qui accompagne. C'est d'une puissance, c'est redoutable, c'est fascinant. La dernière question, on peut s'asseoir, je crois, c'est la respiration. C'est intelligent d'ailleurs comme question, je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est-à-dire que le son va avec la respiration. Et quelle est la place de la respiration dans le kung-fu ? La respiration pendant le mouvement, c'est naturel. Il ne faut pas l'utiliser. Souvent, certains pratiquants de tradition, le mouvement tirer, inspirer, pousser, expirer, pratiquer, mais réellement, il n'y a pas de grande raison. Enfin, c'est de nous pratiquer très lentement. On ne peut pas utiliser la respiration ensemble. On vit la respiration toujours naturelle. C'est la meilleure solution. C'est vous essayer la respiration lente, profonde. C'était au moins 30, 40 fois, répéter. Très lentement, inspirer maximum jusqu'à bas-ventre, expirer, aussi laisser partir maximum. C'est votre esprit aussi, bien regarder votre corps. Après, vous respirez. Au bout d'un moment, vous sentez la chaleur qui arrive dans le corps. C'est que vous avez réussi. Ces chaleurs dégagent la fatigue. Mais il y a toute une partie morale, éthique, à savoir que les techniques destructives qu'on apprend doivent être utilisées qu'en cas de stricte nécessité. C'est évident. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, nous dit que finalement la bataille la mieux menée, c'est celle qui ne nécessite même pas d'aller au combat. L'excellence dans l'art de la guerre, c'est de ne jamais faire la guerre, de ne pas avoir besoin de faire la guerre. Et ben, ça nourrit évidemment la pensée du kung-fu. Dans le kung-fu, il y a vraiment l'idée, peut-être contrairement aussi aux arts martiaux japonais, qu'on défend le pauvre. On défend les miséreux, on défend le peuple contre l'oppresseur, contre le dictateur. Il y a vraiment cette idée d'une justice dans l'idée de pratiquer les arts martiaux. C'est pas du tout certains arts caricaturaux ou violents, la violence pour la violence qu'on trouve dans le full contact, par exemple, qui est un extrême de kung-fu. L'autre extrême, c'est le wushu. Après Mao a voulu enlever le côté martial des arts martiaux chinois. Il a fait une gymnastique. Le wushu, c'est la gymnastique où on saute haut, c'est ce qui a été évoqué. Mais vraiment, il y a l'idée d'une éthique, au service toujours de ceux qui en ont besoin, du faible, du pauvre. L'origine du kung-fu, c'est comment le faible peut gagner sur le fort. Ils ont découvert une chose, c'est qu'en répétant 50 fois un coup de poing, le coup de poing devient aussi destructeur que le fort.
qui lui-même naturellement est fort. C'est le fondement même du Kung Fu. C'est comment le faible, il y a des styles qui ont été créés par des femmes, par exemple, en Kung Fu. Le Wing Chun que j'ai pratiqué, c'est un style créé par une femme avec des mouvements minimalistes. Donc c'est vraiment l'idée de ne surtout pas asservir, et c'est toujours au service d'une vertu. Donc je veux dire, on n'est pas dans quelque chose d'une pratique qui va nous exclure du monde et de la politique. On est dans quelque chose qui, au contraire, nous donne une responsabilité. Un peu comme celui qui pratique le kung-fu est chargé d'une nouvelle responsabilité, à savoir aider le plus faible s'il y a besoin. Là, on n'est pas dans l'idée de s'extraire du monde, on est dans l'idée, au contraire, d'entrer dans l'essentiel du monde, des rapports de force, de la violence. On ne cherche pas à fuir, on cherche au contraire à en être, à y être, à intensifier sa présence. C'est ça peut-être aussi une solution contre les peurs ou les mauvaises habitudes, mais aussi ce que donne le kung-fu, c'est la prise de conscience de sa présence, que peut trouver l'acteur, que peut trouver le danseur, que peut trouver certains performeurs. Mais cette idée que la présence, elle est fluctuante. Il ne suffit pas d'être là dans une pièce pour être présent. Il ne suffit pas d'être en face de l'autre pour être présent. Il ne suffit même pas, vous le savez bien, de vivre sous le même toit pour être présent. La présence, c'est aussi la capacité, non pas à se prendre en compte soi-même et à se regarder de façon narcissique pour intensifier ce qu'on est, mais à prendre en compte l'autre. Dès que je prends l'autre en compte, je gagne moi-même en présence. Et la voix, peut-être qu'on va en parler, le Tao, la voix, c'est cette idée d'une vertu, c'est cette idée du vide ou du plein. Nous regardons un phénomène. Mais ils ont pensé, ce phénomène derrière, il y a quelque chose. C'est deux dimensions. Ce n'est pas d'Occident, il y a néant ou c'est d'être. Mais comment est-ce que je peux parler? On ne peut pas donner le mot. Parce que si on donnait le mot, déjà définit une chose. Bon, il y a des montagnes, il y a le balai au milieu. Mais les gens qui pensent que c'est deux montagnes, il existe. Mais entre deux montagnes, il n'y a rien. Mais les gens taoïstes pensaient, entre deux montagnes, c'est le vide, mais ce n'est pas le vide. Enfin, Tao, on ne peut pas définir. Il n'y a pas de définition. On peut parler en force, nous avons dit, le Tao. Et c'est la partie mystérieuse qui nous plonge dans la philosophie pure chinoise. L'idée de voix, ça se traduit par voix en France, mais on voit bien que c'est en français, mais c'est pas véritablement la voix. C'est, on pourrait dire, tentative d'approche, l'idée du fruit d'une relation, de l'énergie d'une relation entre vous et une personne que vous aimez. Vous créez une relation à deux, et le Tao, ça peut être justement ce que vous créez, notre relation. Et donc avoir une perception non pas sur les individus, toi et moi, mais sur le nous, sur la chose invisible et indéfinissable qui unit deux montagnes, par exemple. La troisième montagne, c'est l'écart entre les deux montagnes, gorgée d'énergie des deux montagnes. Vous voyez à peu près. Et c'est ce qui est intéressant lorsque je dis que quand on montre la main, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois façons de voir la chose. Une version, on va dire, bouddhiste, c'est-à-dire que je vois le chiffre 1, il y a une main, c'est le tout. Je ne m'arrête pas aux éléments que sont les doigts. Les éléments, c'est de l'illusion. Je dépasse les éléments, je dépasse les objets du monde pour voir l'unité qui unit toutes les réalités du vivant. Donc je vois 1. Il y a notre conception à nous. Nous, on voit 5. Si vous faites ça à quelqu'un en France, vous dites combien? Il va vous dire 5 parce qu'on voit les éléments séparés les uns des autres. Et ben, une vision plutôt chinoise, taoïste, verra 4. Verra 4 parce qu'on verra l'interstice entre chaque doigt. Et il y a 4 interstices entre mes 5 doigts. Et percevoir le monde non pas par rapport aux éléments, aux individus, mais par rapport à tout ce qui est lien. Percevoir d'abord les liens et ensuite en venir aux individus. C'est une vision très riche, je pense, au niveau de, je dirais, de la mise en pratique de la philosophie. D'abord la relation. Aujourd'hui, avec Internet, les développements des communications, on commence à tendre vers cette idée d'une fluidité identitaire et d'abord dans les relations. D'abord voir la relation et ensuite concevoir les individus.
Alors, prenons encore une question. On a tous un pouvoir créateur illimité. Le kung-fu permet-il de s'y connecter et de le développer? On a aussi cette idée que, bien sûr, que lorsqu'on découvre cette énergie qui circule, lorsqu'on pratique, on se passionne. Quand on est jeune notamment, on est totalement passionné et on crée des styles. On crée des enchaînements. On crée exactement avec le matériau kung-fu comme on pourrait créer avec le matériau note de musique pour le compositeur. Donc il y a cette idée de possibilité de créativité. Un combat, qu'est-ce que c'est? C'est une improvisation jazz. Alors bien sûr, il y a des coups qui s'échangent, mais un combat avec des partenaires, c'est avoir répété, comme le jazzman répète, être en situation de performance, c'est une performance, et improviser en fonction de l'autre. Et donc on peut très bien voir dans cette métaphore du combat justement la même qualité d'improvisation qui a nécessité travail et répétition. Donc pour moi, ça évidemment, ce n'est qu'un vocabulaire qui change. Et ce que disait aussi Maître Jung hier, lorsqu'on a discuté, c'est que dans tout art, c'était à l'attention de ceux qui se dispersent, justement. Je fais trop de choses, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas. Dans tout art, si on choisit un art, si on va au bout de cet art, dans une maîtrise réellement, que ça soit fabriquer des machines, ou que ça soit faire des films, ou pratiquer du kung-fu, il y a un niveau d'excellence qui fait qu'on a toutes les vertus qui sont toutes les mêmes. Derrière tout art, lorsqu'on approfondit un art, on arrive au kung-fu, l'effort qui permet une maîtrise et qui permet une maîtrise optimale. Et du coup, il y a toujours cette idée de calme qui revient, cette idée de respiration qui revient, cette idée de tranquillité, cette idée d'assurance, cette idée d'estime de soi, de dignité, cette idée qu'on peut mettre notre art au service du plus faible ou au service de ceux qui en ont besoin. Dans tout art, c'est pour ça que tout art est respectable pour peu qu'on y mette notre énergie, tout notre cœur, tout notre allant. Il y a cette idée de percer la couche de différenciation des différents arts pour atteindre ce qui est le point commun de tous, à savoir une certaine forme d'excellence vécue, incarnée. Et donc, quelque part, l'artisan, finalement, fait autant de kung-fu que le maître. S'il y met tout son cœur et s'il y met toute son énergie, il arrivera aux mêmes vertus que pourrait donner le kung-fu. Si la répétition crée l'habitude et l'excellence, comment se débarrasser des mauvaises habitudes? Au début de pratiquer quelque chose, on a besoin de le professeur ou le maître. Au début, il n'y a pas d'autre manière, parce qu'il n'a pas encore la capacité réfléchie, imagination. On ne sait pas comment développer. Par hasard, si on pratique beaucoup de méditation, tout à coup, une capacité qui sort. On ne sait pas encore comment évoluer de ce niveau. Donc, on n'y avait pas pensé, mais c'est autrui qui peut nous sortir d'affaire, et pas n'importe quel autrui, le maître. Un maître, quelqu'un qui, lui, est tiré d'affaire. Lui n'a pas ses mauvaises habitudes, et lui, peut-être, a les bonnes habitudes qu'on aimerait avoir. Et peut-être que par l'imagination, on peut, par identification, essayer de s'approcher de cette perfection qui est extérieure. Et on est tellement dans une ère narcissique aujourd'hui que l'idée de prendre modèle sur l'autre, fût-il un maître, fût-il celui qui n'est pas dans la même problématique que la mienne, et ben cette idée-là, voilà, il faudrait que tout vienne de l'ego et tout soit résorbé par l'ego et que le moi lui-même soit en autocure en permanence. J'aime beaucoup ce mot que je cite souvent de Sonny Labutansi, écrivain congolais. Le maître invente la générosité des autres. C'est ça la définition du maître. Et c'est pour ça que j'ai un immense plaisir à appeler Yong Wanjung mon maître, parce que vraiment, à l'âge de 14-15 ans, il a inventé chez moi une possibilité que je n'avais pas à l'âge de 14-15 ans, pas vraiment, j'étais assez en conflit. C'est la possibilité d'être généreux, de donner, la possibilité de me faire du bien à moi-même, d'être généreux pour moi-même, dans mes projets, dans ma façon de concevoir la violence, dans la façon que j'avais à ne vouloir toujours prouver qui j'étais, prouver que j'existais. Et tout d'un coup, c'est un peu symboliquement ce qui se passe, on vous met la main sur le front en disant « calme-toi, sois toi-même déjà, c'est déjà très dur, essaie d'être toi-même avant de devenir toujours mieux, toujours plus ». Et simplement cet acte de rasséréner l'autre, de le reconnaître, c'est déjà
je dirais, 70% de la thérapie, de tout changement des mauvaises habitudes. Je pense que, je vais être très, très optimiste, mais je pense qu'on traverse aujourd'hui une ère où on a conscience de plus en plus de ça. Alors ça prend des mots peut-être barbares, les mots de coaching, les mots de psychanalyste, mais je pense que quand même ça signifie une chose positive. Ça signifie qu'on a compris que c'est par le biais de l'altérité qu'on peut se transformer soi-même. L'altérité quelle qu'elle soit. Mais c'est vraiment l'idée que un modèle, eh ben, on peut l'imiter. C'est pas du tout être en manque de créativité que de l'imiter. On peut l'imiter, on peut après inventer sa propre voix. C'est ce que nous a dit Maître Jung. Inventer sa propre voix, mais en imitant aussi une voix, en étant peut-être en admiration, en étant peut-être en confiance. Donc, waouh. De quelle nature est l'intention de la conscience lorsqu'on pratique le kung-fu? Allez, on va terminer sur ça. Pouvons-nous dire que le kung-fu est sublimateur de l'amour? Est-ce que c'est encore plus fort que l'amour? Enfin, l'amour poussé à son paroxysme, le kung-fu. C'est le but de kung-fu et de quand on fait le combat, c'est différentes choses. C'est quand on fait le combat, il y a une phrase: si vous avez la pitié, il ne faut pas faire le combat. Si vous allez faire le combat sans pitié, c'est-à-dire l'esprit, c'est pour gagner les gens, il faudra bien préparer. Mais ça une situation spéciale. Mais nous, c'est pas tout le temps rencontrer le combat ou quelque chose. Seulement que c'est l'esprit, l'intention, c'est pour faire quelque chose, c'est maximum. Personnellement, c'est une sorte d'énergie harmonisée intérieure. Et aussi entre nous, aussi inter-harmonisée. C'est 2 personnes, ou 3 personnes, ou dizaines de personnes, centaines de personnes, c'est pareil. Ils ont arrivé, c'est la même idée, même vibration. Tout le monde devient, on ne peut pas exprimer par le amour, mais devient un. Déjà, c'est de Lao Tzu qui parlait, il y a 2500 ans, il a dit, c'est le un. Un, c'est une totalité. Totalité devient de un. C'est pas une chose. Plusieurs choses, c'est la même vibration. Nous avons arrivé, c'est le même niveau, même l'esprit, même il y a grand champ d'énergie qui arrive. C'est comme tout à l'heure parlait des Iraniens, ces musiciens, ils ont joué, à la fin, tout le monde pleurait. Donc, c'est-à-dire, ce signifie interharmoniser. Tout le monde arrivait un. C'est pas de séparer. Ça, je ne sais pas si c'est de bonne réponse ou non. C'est une magnifique réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, le dialogue s'est engagé. Donc, j'avais un Iranien d'un côté, un Coréen, un Français, puisque maintenant, tu votes, et tu as voté aux dernières élections. Et qui commençait à parler le même langage. Le musicien d'un côté, l'expert en art martial de l'autre. Et le musicien, donc derviche tout simplement, iranien, traditionnel derviche, il dit, tu sais, quand on danse, nous, à la fin, on pleure et on dit qu'un seul mot, après avoir dansé, atteint la transe. Nous sommes pauvres, mais ce n'est pas la pauvreté matérielle. Nous sommes pauvres parce que nous n'avons pas assez d'amour pour l'humanité, pour la Syrie, pour la Corée du Nord, pour le mal qui est dans cette terre. Nous pleurons parce que nous sommes pauvres en amour. Il faut encore augmenter la dose d'amour. Et donc là, on rejoint complètement ta question. Je vais terminer par une citation d'une écrivaine que je découvre, je vous engage à la lire, Melanie Rae-Thon, Thon, grande novelliste américaine, grande romancière américaine. Qu'est-ce que l'espérance? Avoir le droit de parler sa propre langue. Qu'est-ce que la grâce? Avoir quelqu'un d'autre qui nous comprenne. Qu'est-ce que la miséricorde? Cesser de combattre quand la bataille est finie. Quelles sont les vertus cardinales? La générosité, la bravoure, l'intégrité morale, la force morale. Comment trouverons-nous la rédemption? En pleurant la mort de nos ennemis. Je vous remercie.
Merci chaleureux pour votre présence et un grand merci à mon maître qui a fait l'honneur, la joie immense de venir d'Aix-en-Provence pour nous parler. Merci encore.